Bonjour messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Tennis Break News. Florent, Rodolphe, Salut Greg. Salut Greg, salut à tous. j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par ces nuits californiennes que vous commentez tous les jours, mais ça commence un peu à tirer, non? Ouais, ça tire un peu. C'est le tournoi le plus dur de l'année. C'est vrai que le décalage, c'est pas facile, mais bon, on se maintient. Voilà. Et on est à du beau tennis. Franchement, c'est un beau tournoi. Et du bon tennis, et pour le moment, il y a eu des bons pronostics aussi de votre part depuis le début de ce tournoi, donc on va essayer de continuer sur le chemin avec au programme les quarts de finale. Des quarts de finale, on va dire un peu inattendus pour certaines affiches, mais on va y revenir dans l'ordre. On va attaquer sans perdre de temps, messieurs, sur ce premier match entre Carlos Alcaraz et Cameron Norrie. Alcaraz, cette nouvelle pépite du tennis qui monte, jusqu'où on verra bien. En tout cas, qui confirme en tout cas son talent, que ce soit sur dur, sur terre, peu importe. Face à lui, le tenant du titre, Indian Wells, qui avait créé la sensation en octobre en remportant son premier grand tournoi, Cameron Norrie. Messieurs, avant que je vous donne les cotes, comment vous voyez cet affrontement? Est-ce qu'il y a un duel plutôt tactique, plutôt physique, plutôt technique? Je vais donner la parole à Flo pour commencer. Moi, je le vois, oui, physique, bien sûr, parce que Cameron Norrie est en forme aussi, comme Alcaraz. Il reste quand même sur une victoire et puis une finale aussi à Acapulco. Donc, physique, il est prêt au combat. Il a bien joué à Indian Wells et Alcaraz aussi, il a su couper après Rio. Donc, je ne suis pas inquiet sur la bagarre. Donc, je pense que physiquement, ça va être dur aussi pour tous les deux d'ailleurs. Et puis aussi le combat mental, parce que ce sont deux personnes en confiance, deux joueurs en confiance. Donc je pense qu'il va y avoir quand même un beau bras de fer. Rod, comment tu vois ce match? Les cotes, c'est 1,37 Alcaraz et 3,15 Cameron Norrie. Écoute, moi j'ai fait les deux matchs hier. Et j'avoue qu'Alcaraz, il m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné. Il fait tout, quoi, en fait. Il sert, il tient la balle, il accélère, il monte au filet, il fait des amortis. Euh, Il a mis 3-7 aussi, il ne faut pas l'oublier, à l'US Open, il a mis 3-7 à Norrie en premier tour. Et moi, j'ai l'impression que tournoi après tournoi, il joue de mieux en mieux, quoi. Voilà, donc je trouve que les codes sont bien faites. J'ai trouvé hier Norrie extrêmement combatif. Il se déplace, il joue toujours les coups justes. Et en face, l'autre, il s'est démené. Franchement, Brooksby, on en reparlera au cours de la saison, je pense, Brooksby, parce il propose aussi beaucoup de choses. Mais Dieu, qui doit être dur à jouer, ce Cameron Norrie, là, si tu n'es pas vraiment plus fort que lui, il t'embarque dans des échanges à droite à gauche, il ne dit pas un mot, il se bat comme un rat, il ramène des balles incroyables, de temps en temps, il accélère. Voilà, mais j'ai l'impression, moi, le sentiment malgré tout que j'ai eu, c'est que Alcaraz, s'il continue à jouer comme ça, c'est encore un ton au-dessus. Le Ouais. bilan Moi, d'Alcaraz. je me méfie, Greg, de la patte gauche de Norrie parce qu'il a cette défense côté coup droit là qui part en cloche et qui est un peu molle, un peu haute, mais qui est toujours super difficile à attaquer. Alors bon, Alcaraz, c'est un beau gabarit et tout en termes de puissance, Rod le disait, et puis il fait tout. C'est ce qu'on disait. Déjà, même quand il est mené à cet âge-là, il ferme sa bouche, il dit rien, il va au combat, il est au bamos, il serre le poing, même si ça se passe mal, et puis ça lui permet déjà de renverser quelques situations. Je me méfie beaucoup quand même de cette patte gauche et je me méfie comme le disait Rod, c'est un grand bagarreur et en plus en confiance quand même sur ses derniers résultats. Donc je me méfie de cette cote qui est un petit peu écartée quand même parce que je pense que ça ne sera pas aussi simple pour Alcaraz, même si bien sûr je le trouve au-dessus ces derniers temps. Ce qu'a dit Norrie était assez intéressant. Juste après le match, après sa victoire, il a dit ouais, j'aimerais quand même vraiment bien prendre ma revanche avec un petit sourire. Donc, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de motivation de sa part. Mais s'il n'arrive pas à faire déjouer Alcaraz, moi, encore une fois, je le trouve au-dessus, l'Espagnol. On l'a vu là contre Brooksby. Est-ce que Norrie, il n'est pas un peu sous-coté d'une manière générale? Est-ce que parce qu'il manque, il n'est pas très spectaculaire? Et au final, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il est toujours un peu moyen et finalement, il fait quand même très souvent des gros matchs, il passe rarement à côté. Et c'est vrai que l'écart de cote, comme le disait Flo, bon, est-ce que vous avez envie d'aller sur un Alcaraz entre 1,35 et 1,40 ou est-ce que le mieux dans ce cas-là, c'est plutôt de s'abstenir?
Moi, je m'abstiendrai parce qu'en face, tu as un bagarreur et je pense que s'il y avait peut-être eu 0,150 ou un 6, j'y serais allé sur Alcaraz parce que je pense que c'est ce qui vaut vraiment en ce moment. Là, je me méfie quand même d'une cote basse, même si Alcaraz joue l'acier. Donc voilà. Et comme tu dis, il peut être un petit peu sous-coté. J'en parlais avec Adrian Manarino l'autre fois. Je lui dis, tu vois comment il joue, même Cameron Norrie sur terre, il a déjà fait des bons résultats. Je vois aucune raison que tu ne joues pas bien sur terre. Je lui disais, il me dit, ouais, mais Norrie, il est nul. Alors il me le dit un peu en rigolant, mais il y a plein de gars qui pensent ça, je pense. Mais là, ils sont en train de se rendre compte depuis la fin d'année dernière que c'est pas le cas et qu'ils gênent, ils gênent quasiment tout le monde. Donc, Et c'est marrant qu'Adrian dise ça alors que c'est son clone quand même. Bah ouais, c'est pour ça. Je lui dis, il n'y a aucune raison que tu joues mal. Alors, il fait un peu plus tourner, peut-être Norrie quand même. Mais bon, quand même, voilà, il y a des petites ressemblances, je lui disais. Bon. Donc, attention, ouais, je trouve il est un peu haut, Norrie, quand même. Non, mais il est sous-coté, ça c'est sûr. De manière générale, il est souvent sous-coté, Norrie. Parce qu'encore une fois, il n'est pas spectaculaire, il ne fait pas des services à 220, il n'envoie pas des avions partout, mais il joue, il devait être bon en géométrie. Hein. Ah ouais, c'est juste. Hein. À l'école parce qu'il joue toujours juste. Hein. Voilà, le nombre de coups justes qu'il fait, le nombre de coups, il fait déjouer l'adversaire. Mais bon, voilà, je reste sur ma position et même à 1,40, je le jouerai quand même, Alcaraz, parce que j'ai pas l'impression qu'il peut passer à côté. Hier, il est tombé sur un, franchement, au début, Gaël Monfils, il jouait vraiment bien. Il ne s'est pas affolé. Il a continué à mettre de la cadence, à le faire bouger, à frapper, à accélérer. Et tout d'un coup, l'autre, il a explosé. Quoi. Voilà. Et on était à 5 partout, balle de 6-5 pour Gaël. C'était extrêmement équilibré. Et tout d'un coup, un quart d'heure après, il y avait 7-5, 4-0. Quoi. Et on savait que Gaël ne reviendrait pas. Voilà. C'est un gars, moi, franchement, je l'avais dit d'ailleurs en fin d'année dernière, je le voyais finir dans les 10. Ouais, je suis d'accord. Un joueur que je voyais finir dans les 10, c'était lui. Et j'ai l'impression qu'on ne va même pas attendre la fin de l'année pour qu'il y soit. Alors, l'adversaire de ce vainqueur entre Alcaraz et Norrie, ce sera Nadal ou Kyrgios. Messieurs, évidemment, une affiche qui fait saliver tout le monde. Même si on a un Kyrgios qui n'a pas joué depuis 1 an, qui a fait une tentative à l'Open d'Australie, mais qui n'est quand même pas on va dire sur une croisière, on va dire, habituelle pour lui. Et un Nadal qui, pour le coup, tout l'inverse, joue beaucoup, peut-être beaucoup trop. En tout cas, il ne jouera pas à Miami. Donc, il est sur sa fin de saison sur dur, là, avant d'attaquer la terre battue. Alors, messieurs, le bilan entre les deux joueurs, c'est 2 partout sur dur. Kyrgios, depuis le début de ce tournoi, bon, il n'a pas affronté des très grands joueurs, mais il a concédé pour le moment aucun break en 3 matchs. La question, c'est est-ce que le forfait de Sinner est un avantage pour lui, sachant qu'il n'a pas beaucoup joué depuis 1 an, ou est-ce que c'est une bonne nouvelle avant d'affronter Nadal et pour le coup d'être certain d'être à 100% avant de jouer l'Espagnol? Vous qui avez joué, vous avez pour moi, une réponse. C'est rarement une bonne nouvelle de passer par VO. Après, on sait qu'il n'a pas forcément une autonomie Kyrgios qui est énorme. S'il avait fait un match très dur contre Sinner et qu'ils doivent enchaîner le lendemain contre Nadal, où de toute manière ce sera dur. Donc je pense que malgré tout, c'est plutôt un avantage pour se préparer face à son match face à Nadal. Et moi, je l'ai trouvé très bon depuis le début. Ce mec est à part. Voilà, il est à part. Et quand on voit qu'il était 130e mondial, c'est une blague, quoi. 130e mondial, ce mec, il joue jamais. Et là, je veux dire, il fait quand même des matchs, il joue quand même d'un très haut niveau. La seule chose qui est inquiétante, c'est qu'il semble qu'il ait mal au pied de nouveau, Rafa. Ouais. C'est ce qu'il a déclaré, en effet, après le match. Ça s'est vu, hein. Ça s'est vu hier sur le match. À un moment donné, il a enlevé sa chaussure au changement de côté. Il commençait à bouger son pied. Et on le voyait, je disais au journaliste qui commentait avec moi, je dis regarde, il boitille un peu et tout. Qu'attention, ici, je ne sais pas si je me dis même si ça ne va pas mieux, s'il a un mal, est-ce qu'il va jouer? Ouais, il peut se passer beaucoup de choses et ce n'est pas sûr du tout qu'il aille au bout du tournoi parce qu'il joue extrêmement bien depuis le début de l'année. Alors oui, il est content s'il gagne Indian Wells, mais ça ne va pas lui apporter non plus quelque chose d'incroyable de gagner en plus ce tournoi, si ce n'est de rajouter un Masters 1000, si ce n'est d'augmenter les records, tout ça. Mais il y a des événements qui arrivent dans pas longtemps. Ah oui. Donc,
la terre battue européenne où là, il excelle et là, il n'a pas envie de passer à côté parce qu'il a trop forcé avec son pied. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et à mon avis, s'il a vraiment mal, soit il peut ne pas jouer ou abandonner. Ça, ce serait sûrement pas étonnant. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Nadal est moins convaincant que cette semaine que depuis le début de la saison? Ouais, un petit peu. Il est proche de l'élimination contre Korda. Ouais. Il aurait pu perdre un set contre Evans. Il était quand même tout proche du double break aussi contre Opelka. Ouais. Bon, alors après, il s'en sort toujours parce que c'est Rafa, parce que mentalement, il est tellement au-dessus que voilà, il est toujours capable de se surélever. Mais il y a quand même un sentiment de moins bien. Est-ce que c'est suffisant pour espérer, en tout cas envisager une victoire de Kyrgios, sachant que l'Australien est coté au-dessus de 3 et Nadal est à 1,40? Ouais, c'est sûr que moi, je le trouve un tout petit peu moins bon. Là, il l'a donné, son premier break dans le second. Il fait 2 doubles et on a senti que sur le coup droit, c'était là où le pied commençait à le titiller, je pense. Il fait un coup droit bas du filet. Tu sens qu'il y a un peu plus d'erreurs, qu'il joue un peu plus court de temps en temps. Mais encore, parfois, tu te dis, il va sortir aussi des passings en bout de course. Tu ne pensais jamais qu'il allait l'avoir. Le truc, c'est qu'il retournait de très, très, très loin hier et il retournait tout le temps, quoi. Tout le temps, quasiment tout le temps. Et je pense que, pareil, contre Kyrgios, il va faire un petit peu la même chose, c'est qu'il va se mettre 4 mètres derrière et puis il va retourner tout le temps. Donc, il va pousser Kyrgios à entamer l'échange et tout. Et là, je pense que du coup, ça va le gêner. Maintenant, Kyrgios, comme disait Rod, je sais bien qu'il soit reposé contre Sinner. Après, il manque quand même aussi de matchs repères contre des gros joueurs. C'était ma question, justement. C'était ma question. Et c'est très bien que Flo, tu es parfait. Tu es un parfait journaliste. Merci. Ça me fait plaisir. La dernière victoire de Kyrgios contre un top 5, ça remonte à la finale d'Acapulco en 2019 contre Zverev. Donc, sa dernière victoire référence, elle date. Son dernier match référence, c'est Medvedev à l'Open d'Australie en début de saison. Mais ça ne fait pas beaucoup pour un joueur comme Kyrgios. Alors, est-ce que c'est un joueur à part qu'il n'y a pas besoin finalement de ces matchs-là pour s'élever très vite au niveau? Rod, tu n'as pas l'air convaincu du fait qu'il n'a pas forcément besoin d'enchaîner les grands matchs pour être bon le jour J. Non, la preuve, il a tenu la route contre Medvedev en Australie et ça fait longtemps qu'il n'a pas battu un top 5, mais il n'a pas joué. Donc, oui, c'est ça. il manque de référence. De tournoi où il a bradé. Il faut juste que ça l'intéresse, quoi. Après on a parlé du pied de Nadal, mais moi, je pense que Kyrgios, il a un petit souci à la cuisse. Voilà. Donc, et contre Rafa, il va peut-être être obligé de courir un peu plus que contre les autres. Et il a fait appeler le kiné contre Ruud, par exemple, à un moment. Bon, voilà. Après, il joue très bien, mais Nadal, voilà, dans les moments importants, il est toujours là. Au tie-break, il sort des passings, il sort des bons coups, il ne fait pas de faute. Il ne donne pas de points. Voilà. Oui, il est peut-être un peu moins bien. Après, sur le dernier match, en tout cas, c'est dur de se rendre compte parce qu'il joue au Opelka et que c'est typiquement le genre de joueur qu'il n'aime pas jouer. Ok. Juste avant de passer donc, sur Fritz Kecmanovic, on fait un petit point. Donc, si je résume, donc on devrait avoir Alcaraz qui gagne, Nadal qui gagne et Nadal qui déclare forfait pour la demi, donc Alcaraz en finale. Voilà. C'est ça, Rod? On peut en reparler, mais ce serait un scénario qui est tout à fait plausible. Par contre, s'il ne joue pas, Rod, à 23h, c'est toi qui fais la nuit. S'il y a forfait, tu viens faire le deuxième set. Alors, messieurs, Fritz Kecmanovic, on en parle de Taylor Fritz depuis de longs mois, depuis justement ce dernier Indian Wells en octobre, où il avait atteint pour la première fois la demi-finale d'un grand tournoi. Et ben depuis, Fritz, il continue, il confirme. Est-ce que ce tournoi a été un déclic pour lui? En tout cas, il en est à 22 victoires en 30 matchs depuis, mais surtout dans le contenu, au-delà même des résultats, je trouve que Fritz, il a vraiment passé un cap. Il est vraiment devenu très fort, très difficile à battre. Fritz qui mène face à Kecmanovic dans les confrontations. Et Kecmanovic, lui aussi, il a une histoire particulière avec Indian Wells parce que c'est la première fois qu'il avait atteint les quarts d'un grand tournoi. Et ben cette nuit, enfin, en tout cas sur ce tournoi, c'est la seconde fois donc qu'il va atteindre un quart de finale en Masters 1000 ou en Grand Chelem. Fritz Kecmanovic, comment vous voyez cet affrontement qui c'est assez surprenant finalement de voir Kecmanovic à ce niveau, même si on le pressentait, on attendait ce moment de le voir un peu confirmé. Il a longtemps été finalement assez stable.
Est-ce qu'il faut surinterpréter les performances du Serbe ou est-ce que pour vous, c'est logique de voir Fritz favori à 1,56 contre Kecmanovic à 2,45? Moi, je trouve ça logique complètement. Kekmanovic, il pourrait ne pas être là parce qu'il était censé jouer Djokovic au premier tour de Melbourne. Et puis, Djokovic forfait, il a fait 8e. Depuis, il a fait 2 quarts en Amérique du Sud. Il a regagné des matchs. Il a fait une saison 2021 catastrophique. Et puis, bah, voilà, il a renclenché une dynamique positive. Mais en face, il a un Taylor Fritz qui semble, je dirais, pour la première fois, vraiment avoir de l'ambition. Et son ambition, c'est de rentrer dans le top 10. Et il l'a dit, c'était un joueur, moi j'avais toujours le sentiment qu'il ne savait pas trop pourquoi il jouait. On lui a dit, bah, t'es bon, alors il joue au tennis, mais il manquait un petit fil conducteur dans tout ça. Et j'ai l'impression que ce fil conducteur, il l'a. Et qu'il a passé un cap, effectivement, depuis Indian Wells. Voilà, il gagne beaucoup de matchs. D'ailleurs, là, il a gagné 2 matchs 7-6 au 3e. Il sera peut-être un petit peu entamé. Le match à contre de Minor, il a été quand même très violent et ça va peut-être laisser un peu de traces. Cela dit, Kekmanovic, ça a été un match aussi difficile face à, Oui, il a eu aussi 3 matchs en 3-7, je crois, face à depuis le début Berrettini. du Donc, tournoi. on va dire que dans l'ensemble, ils partent à peu près, physiquement, ils partiront à peu près à égalité. C'est un match hyper important pour les deux. Hyper important. C'est cette partie basse du tableau où, encore une fois, Djokovic a été retiré du tableau et ça a quand même bien déséquilibré le haut et le bas. Et là, il y avait un coup à jouer. Ben voilà, il y a 2 gars qui se retrouvent en quart de finale. Alors, Fritz, c'est un peu moins surprenant que Kekmanovic, mais quand même, c'est un match avec beaucoup de points à la clé pour le vainqueur. Donc, Kekmanovic, lui, il se rapprocherait des 40 premiers en gagnant ce match. Fritz, lui, son intention, c'est d'aller dans les 10. Bah, il ferait quand même un pas important avec cette victoire. Flo, comment tu vois ce match d'un point de vue tactique, technique? Déjà, comme Rod, je trouve que c'est logique de le voir favori comme ça, Fritz, déjà parce qu'il a de bonnes sensations là-bas et il a fait demi-finale en octobre. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu 2 matchs différents entre Mougnard, qui faisait tourner quand même la balle, et demi-nord après, on le disait quand on voyait le match, et il a confirmé sur sa conf de presse et sur son interview d'après-match, il disait « J'ai mis du temps à m'habituer à cette balle à plat ». Et avant, il se serait agacé comme pas possible, parce qu'en plus, il y avait un tout petit peu de vent et c'était pas facile de jouer. Et puis là, il s'est fait surprendre. Il a eu du mal à s'adapter à cette trajectoire de balle beaucoup plus à plat et il a su un peu se calmer et temporiser, faire beaucoup moins de fautes par la suite. Et c'est lui qui est allé vraiment chercher le match pour vous dire comme quoi il est en confiance. Demi-Nord a été trop attentiste. Il a qu'attendu, il s'est dit il va me le donner, il a mis la balle dedans. Et puis Fritz, ok, il y a eu quelques fautes, mais dans les points importants et dans le tie-break, encore une fois, bah, c'est lui qui est allé le chercher et il a fait reculer l'autre. Et ça vous montre qu'en ce moment, comme dit Rod, dans l'attitude et tout, il a vraiment envie et tu sais pourquoi là il joue et c'est pas pour s'arrêter en quart ou en demi, je pense, cette année. Donc, dans la Kekmanovic, lui, il a fait ce qu'il avait à faire sur ce début de saison avec son petit passage sur terre battue aussi. Mais je pense que Fritz, il fait plus de choses, moi. Il sert mieux, il prend un coup droit tout de suite, il est capable de faire mal. Même côté revers, je trouve qu'il a bien évolué. Il peut utiliser le slice, il peut partir le long de la ligne aussi. Moi, je trouve qu'il va peut-être faire un peu plus de fautes et tout, mais il fait plus de choses. Et ce n'est pas illogique de le voir, de le voir favori comme ça, ouais. Ok. Vous, ça se prend du Fritz entre 1,55 et 1,60 ou méfiance? 1,60, ouais. Non, mais non, mais c'est pas mal. Ça se prend. Voilà. Après, les cotes, je trouve, moi, pour moi, elles sont plutôt bien elles sont faites. bien posées, oui. Un petit bémol au filet quand même hier sur Fritz. Il a raté beaucoup de volets, pas si difficiles. Je ne sais pas si c'est à cause du vent. Et aujourd'hui, quand même, pour finir les points, il va devoir, je pense, aussi y aller au filet. Donc, attention. Très intéressant. Merci Rod, merci Flo. On se termine avec peut-être la seconde plus belle affiche de ces quarts, moins clinquante que Nadal-Kyrgios forcément, mais qui moi m'intéresse beaucoup sur un plan tactique qui concerne Roublev et Dimitrov. Roublev qui fait, on n'en parle pas beaucoup, on en parle quand même beaucoup, mais il fait un début de saison tonitruant, 17 victoires pour seulement 2 défaites. Il est sur 8 victoires consécutives contre les joueurs qui ont un revers à une main. Alors, on a souvent dit que Roublev était en difficulté contre Evans, contre Shapovalov. Mais là, en tout cas, il reste sur 8 victoires consécutives contre ce type de joueur, même si Dimitrov, évidemment, ça reste un joueur à part, difficile à classer, qui manie la balle
comme peu de joueurs peuvent le faire. Est-ce que le jeu du Bulgare, qui lorsqu'il rentre dans un tournoi et qu'il commence à enchaîner les victoires, souvent il va assez loin. Il vient de faire 3 gros matchs quand même. C'est pas rien de battre Isner 2-0, de battre Bublik 2-0, tout ça. Est-ce que vous qui avez commenté Dimitrov depuis le début du tournoi, est-ce que vous le pensez capable de créer la surprise face aux Russes? Les cotes, c'est 1,35, 3,35. Il y a un petit peu d'écart, moi, je trouve quand même. Rublev ne m'a pas totalement convaincu sur son premier tour contre Kupfer. Autant il m'a super convaincu après. Ouais, c'est vrai qu'après, c'était pas mal. Après, c'est vraiment bien. Maintenant, Dimitrov, il avait enchaîné les victoires à Indian Wells en octobre. Et, il avait battu Opelka, Urkash et Medvedev. Il avait atteint les demi-finales. Hein. Certes, il varie, il a le slice, il prend tôt, mais j'ai peur que ça aille un peu trop vite pour lui, c'est-à-dire qu'il tienne au début, puis qu'au bout d'un moment, en fait, Rublev, c'est un tel rouleau compresseur là, quand il prend tôt. Alors, ça va rien à voir avec Tiafoe, hein, parce que Tiafoe, il a insisté en puissance, il a explosé après aussi, beaucoup de fautes. Je pense qu'il est capable de tenir, Dimitrov, de slicer, de glisser des amortis, de venir au filet et de brouiller un peu les pistes. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que Rublev, le fait qu'il soit rouleau compresseur, il va le faire exploser. Donc j'ai peur que sur la longueur, au bout d'un moment, ça passe pas quand même. Après, je trouve qu'il est bas, il est quand même haut, Dimitrov. Mais bon. Qu'est-ce que tu en penses, Rod? Moi, j'en pense, je suis toujours méfiant avec Dimitrov parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on le suit et qu'il est souvent décevant. Il a quelques fulgurances où effectivement il joue bien. Je trouve hier, il a fait plutôt un vrai bon match contre Isner. Après, il y a encore 3 joueurs qui sont sur des séries en cours, hein, Nadal, Alcaraz et Rublev. Rublev, il a 2 tournois à gagner de suite, plus là encore, il est présent dans ses quarts de finale. Donc, forcément, à un moment, cette série, elle va s'arrêter. Mais il ne peut être que favori sur ce match. Voilà, il a un fond de jeu qui est quand même très bon, même si par moment, il s'excite un peu. Dès qu'il se retrouve dans son schéma favori, c'est-à-dire à peu près 2 mètres autour de lui au milieu, il est extrêmement fort, quoi. Dès qu'il se décale un peu, qu'il tourne un peu autour du revers et qu'il prend la balle en coup droit, il fait quasi ce qu'il veut avec. Et les joueurs sont quand même en grande difficulté. Il retourne très bien. Il n'y a que sa deuxième balle où on l'a encore vu hier face à Urkash où il a été pas mal en difficulté. Pour le reste, il est quand même souvent en mode rouleau compresseur. Et puis, même s'il s'énerve, tout de suite, il rebondit, il s'accroche. Et il est en pleine confiance en ce moment. Il semble pas avoir pépin. On sait qu'il va jouer à fond. Hein. C'est pas le genre de joueur à lâcher l'affaire, hein, Rublev. Il ne peut être que favori. Voilà. Après, il faudra, je pense, il n'y a qu'un très grand Dimitrov qui pourra l'empêcher de rejoindre le dernier carré. Flo, est-ce que tactiquement et techniquement, Dimitrov a des armes pour faire dégoupiller Rublev? Ouais, je le disais tout à l'heure, il retourne pas mal aussi son petit retour bloqué. Dimitrov, il a une bonne envergure quand même au fond du court aussi. Donc la balle revient, il a son slice de revers, il est capable de changer les rythmes et de prendre la balle plus tôt et donc de gêner, on va dire, le rythme de Rublev. Ça ne va pas être que de la cadence. Donc oui, forcément, il a des armes. Maintenant, il va falloir qu'il fasse un gros match. Mais c'est pour ça, je nuance toujours ses cotes, un 30, un 35. Tu le mets à plus de 3. Il s'est joué au tennis. Il a déjà gagné un des Masters 1000. Il était en 2000 l'année dernière à Indian Wells. Moi, je dis aussi attention, parce qu'un grand Dimitrov, il est capable aussi d'élever son niveau de jeu et justement de gêner Rublev qui commence à rater, qui commence à s'agacer. Maintenant, je trouve qu'il est tellement en confiance ces dernières semaines que je suis sûr qu'il va le faire exploser quand même progressivement dans ce match. Mais c'est une cote que je mets peut-être à 1,45, 1,50, et puis il doit être sous 3 quand même pour moi, Dimitrov. Donc, surtout vu comment il joue en ce moment. Donc, je trouve qu'il y a un peu d'écart sur cette cote quand même. Dimitrov est à plus de 3. Bon, c'est quand même. Il a quand même un palmarès, Dimitrov. Il est tout à fait capable de battre Rublev. C'est possible. Enfin, ce serait pas l'événement de l'année que Dimitrov batte Rublev sur dur. Enfin, moi, je pense que ça reste possible, mais encore une fois, c'est normal de mettre le Russe favori. Mais je partage l'avis de Flo. L'écart me paraît sur ce match un peu trop élargi. Et je vais essayer de vous mettre d'accord sur Dimitrov remporte un set à 1,65. Ouais, c'est faisable, hein, c'est tout à fait faisable. C'est une cote intéressante. De cette série aussi. Hein. Non, mais c'est pas des mathématiques. Hein. Après, c'est une cote qui est tout à fait jouable. Voilà.
Hier, on parlait, je crois, de Opelka prendre un set à Nadal à 1,90. C'était une belle cote. Bah, il n'est pas passé loin. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait, mais dans les 2 sets, il n'était pas si loin que ça. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui était jouable. C'était vraiment jouable. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Que Dimitrov prenne un set, ben oui, c'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est tout à fait possible. Après, surtout que tu as vu. Sur la durée, effectivement, Rublev reste quand même le favori. Tu as vu, il en a perdu des sets à Marseille. Rublev contre Gasquet, contre Bonzi. Il en a perdu à Dubaï contre quasi beaucoup de joueurs aussi. Donc, oui, il peut très bien perdre un set. Après, tu sais que physiquement, le mec, il peut jouer 3 heures. Donc, bon, voilà. On va se quitter, messieurs, juste avec votre petit pronostic sur le vainqueur du tournoi. Il en reste plus que 8 en lice. Quel est votre homme? Bon. L'Espagnol. Vous allez tenter... L'Espagnol, lequel? Un Espagnol. Ça tombe bien, les 2 Espagnols, c'est les favoris du tournoi aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'aller sur Alcaraz, voilà, parce que je trouve qu'il, je sais pas, vraiment, il m'impressionne. Voilà, je trouve qu'il joue encore beaucoup mieux qu'Ario. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Après, on n'est pas en face, hein, mais voilà, je suis d'accord. Je crois qu'il va faire une grosse saison et je pense qu'il est tout à fait capable d'aller au bout du tournoi. Oui, je suis d'accord avec Rod. Qui est coté à 4-1 avec un Nadal à 2,25, Rublev à 4,50 et après ça passe à Fritz 12, Kyrgios 13, Dimitrov et Norrie 17 et Kecmanovic 25. Voilà, donc vous visez Carlos Alcaraz à 4, même si il y a du rebond là-bas, Greg. Il y a du rebond. Base du tableau, est-ce qu'un Fritz à 12, est-ce qu'il pourrait, une fois qu'il aura battu le Serbe, il pourrait avoir Rublev ou Dimitrov? Est-ce que ça pourrait être l'outsider? Tu en as parlé tout à l'heure, Rod, même un peu Flo. Il donne l'impression d'avoir envie d'aller au bout. C'est un Américain. Bon, voilà. En plus, Indian Wells, c'est un tournoi qui lui tient à cœur. Ouais, si va en finale, il aura en plus passé une étape supplémentaire. Hein. Voilà, on lui a souvent reproché de ne pas être bon dans les gros tournois. Bon, si là il atteint une finale de Masters 1000, ça commencera quand même à se préciser tout ça. Et puis c'est vrai que je pense que Flo est d'accord avec moi. Franchement, une demi Alcaraz-Nadal, ça a aussi de l'allure. Hein. Si les deux sont un peu en forme, on a quand même. Moi, je serais pressé de voir ce que ça va donner. Voilà. Les 2 joueurs qui se sont entraînés avant le tournoi et qui ont passé beaucoup de temps à l'entraînement. Il avait un peu raté son match à Madrid parce qu'il a été pris par l'enjeu et tout ça, Alcaraz. Mais enfin, entre Madrid et maintenant, c'est quand même plus le même joueur. Donc moi, j'avoue que j'ai envie de voir ce match. J'ai rien contre les autres, mais voir en fait Alcaraz-Nadal en demi d'un Masters 1000 à Indian Wells, oui, j'avoue que c'est très très alléchant. Merci Flo, merci Rod, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles analyses. Bonne fin de semaine à vous et puis on va se retrouver pour Miami d'ici une bonne semaine avec, on l'espère, un aussi beau tournoi que ce qu'on a vécu à Indian Wells. Salut. Salut. Merci messieurs, au revoir.